Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Amélie Dag. Avec mon associé Perrine Corvézier, je dirige Human Learning Expedition, le cabinet de conseil comportemental qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et nous avons grand plaisir à produire ce podcast pour vous. Vous pouvez nous soutenir de multiples façons, en vous abonnant sur la plateforme de votre choix, en suivant Talents Précieux sur Instagram ou tout simplement en parlant du podcast autour de vous. Vous retrouverez les références de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Mais la réussite, au final, elle s'arrête pas au bac ou elle s'arrête pas au CAP. La réussite, c'est un parcours. Moi, je crois beaucoup au long life learning, c'est-à-dire que je pense qu'on apprend tout au long de la vie. Moi, j'ai 40 et quelques années et je suis pas sûr d'avoir un esprit critique et d'avoir fini mon parcours de vie. Donc, si je me disais aujourd'hui que j'ai réussi ma vie, je me dirais que qu'est-ce que je fais demain, quoi. Nicolas Leluerne est professeur de lettres et d'histoire-géographie. Quand je l'ai interviewé, il était directeur d'un atelier du réseau Canopé, un endroit singulier où les enseignants viennent chercher des ressources leur permettant de faire réussir les élèves. C'est justement ce thème de la réussite des élèves, et en miroir celle du professeur, que Nicolas explore avec nous dans cet épisode d'une grande richesse. La réussite de l'élève est selon lui un processus. L'enseignant y contribue, tel le maillon d'une chaîne qui démarrerait dès la maternelle. Nicolas se décrit comme un pédagogue geek, et c'est vrai que ce terme lui va bien. Sa curiosité me fait penser à une balle qui rebondit dans tous les coins de la pièce. Il nous parle de son rôle d'enseignant avec passion et humilité, du goût de l'effort qu'il aime inculquer aux élèves, de l'écoute indispensable dans son métier et dans son rôle au sein du réseau Canopé. Merci à Nicolas pour la générosité et l'authenticité de son propos, et bonne écoute. Bonjour Nicolas. Bonjour Amélie. Merci de me recevoir. C'est quoi le réseau Canopé ? Alors le réseau Canopé, c'est le réseau d'accompagnement et de création pédagogique pour les enseignants et la communauté éducative en général. Alors pour être tout simple, on est des gens qui essayent d'accompagner les enseignants au changement, à l'innovation, mais aussi à mettre en place des projets, à venir chercher de la ressource, à donner des conseils, et puis parfois en recevoir aussi, parce que c'est important l'échange. L'éducation, c'est d'abord un dialogue. Et donc voilà, et à travailler avec eux et puis à faire des choses, si je peux me permettre, que je trouve souvent super. Ok. C'est une structure mixte, tu me disais, c'est ça ? Alors le réseau Canopé, c'est un établissement public d'économie mixte, c'est-à-dire qu'il est financé, je crois, à hauteur de 80% par l'État, et puis nous, on doit aller chercher 25% de chiffre d'affaires. D'accord. Il y a un atelier Canopé par département, tu me disais. Normalement, oui, il y a un atelier Canopé par département. Sauf dans le 64 où il y en a 2 et puis je crois qu'il y a un autre mais ça m'échappe et donc l'idée c'est d'avoir un lieu de co-création à destination des enseignants. Qu'est-ce qu'on y fait dans cet atelier ? Alors je sais pas quoi te répondre là parce que dans un atelier Canopé on est à l'écoute de la demande des usagers, c'est-à-dire que nous on n'a pas de, pour te donner une image, on fait pas de haute couture mais on fait pas de prêt-à-porter, on est le tailleur. Les tailleurs qu'on pouvait rencontrer avant dans les communes, on a des patrons et puis en fonction de ces patrons et de la demande des usagers, on essaye, ou des enseignants ou d'autres structures, on essaye de construire un projet avec eux ou plutôt co-construire un projet. Alors c'est vrai que ma réponse était peut-être un peu facile quand même. Mais qu'est-ce qu'on y fait ? On accueille des gens, on y vend des ouvrages, mais on propose aussi des ouvrages en prêt. On y vient travailler avec les autres. On y vient se former. Le cœur, c'est quand même d'essayer d'accompagner les enseignants dans leurs projets. Sur un projet particulier ou sur un projet de toute une année, c'est ça ? Ou sur la préparation de leur programme ? En fait, c'est en fonction un petit peu de ce qu'ils ont envie de faire. Alors, c'est vrai que nous, on a aussi une dimension de conseil. On applique en fait les dispositifs qu'on appelle design thinking. C'est-à-dire que au départ, on va écouter et puis on va dire, voilà, ça nous semble possible, ça nous semble
moins possible. Il y a la question de la bienveillance derrière tout ça, c'est-à-dire que être bienveillant, c'est à la fois dire les choses qui sont possibles et puis parfois dire bon, là, il nous semble que à ce moment-là, vous êtes peut-être pas prêt ou il faut peut-être plus de temps ou il faut passer par telle ou telle étape. Mais c'est vrai que et c'est un peu un changement dans l'éducation, c'est que nous, en fait, on ne dit pas, on écoute d'abord. Et ensuite, on essaye de conseiller, sachant que les projets appartiennent toujours aux usagers et ne nous appartiennent pas à nous. Donc, on est vraiment au service des gens. J'ai vu des livres, j'ai vu des manuels, j'ai vu des livres pour enfants aussi, j'ai vu une imprimante 3D, des robots, plein de choses comme ça. Il y a une orientation numérique. Je dirais plutôt qu'il y a une orientation culture numérique, plutôt que numérique. Parce que, en fait, les outils sont là au service d'une démarche ou d'un dispositif particulier. Quand tout à l'heure, on a fait un peu le tour de cet atelier, en fait, je pense que tu as remarqué le fait qu'il y a souvent une télévision qui accompagne un Velleda. En fait, quel est l'objectif derrière? C'est simplement dire qu'il n'y a pas d'opposition entre les outils. Que dans la démarche pédagogique d'un enseignant, il peut utiliser l'outil numérique ou il peut utiliser, je dirais, l'outil analogique, ou peut-être utiliser les deux parce qu'ils sont complémentaires. Et pourquoi je te parle de culture numérique? On a fait il y a 2 ans un hackathon, c'est-à-dire un hackathon pédagogique artistique avec un collège et puis le musée du compas et le département d'Eure-et-Loir. Et ce qui avait intéressant, c'est qu'on a utilisé la culture numérique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un hackathon, au départ, c'est un truc de développeur, quoi. Quand on va à Northbridge, à San Francisco, c'est là où ils font les premiers hackathons, ou le CCC de Berlin, c'est là où ils faisaient des hackathons, mais c'était des trucs pour développer une solution web. Et ben nous, on a fait un hackathon, c'est-à-dire un hackathon pédagogique artistique, dans lequel on a proposé aux élèves de réfléchir à la fois à leur représentation du musée, à leurs propres sentiments par rapport au musée. Est-ce que je m'autorise à aller au musée ou pas? Ça, c'est important, hein. Et puis un collège de Nogent-le-Roi, pour ceux qui connaissent pas, c'est la Beauce. Voilà, ils ont l'impression que c'est pas peut-être autorisé pour eux, alors que ça l'est largement. Et puis derrière, c'est de trouver des solutions pour que les gens aillent au musée. Et puis à la fin, ils ont fait une œuvre artistique. Et en fait, la première journée et demie, on a fait du numérique. Mais en fait, on n'a pas utilisé d'outils numériques. C'est-à-dire qu'on a adopté les stratégies, on a fait les personas, etc. Mais il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone portable. Il y avait un objet pédagogique non identifié qui était un dictionnaire. Il y avait des feuilles, il y avait du papier. Et c'était pas démagogique, hein, ce qu'on voulait proposer. On voulait juste montrer que effectivement, c'était possible de faire. On peut détourner les outils et en fait, on a hacké le hackathon, en fait. Tu me disais tout à l'heure que votre ambition, c'est d'aider les enseignants à faire réussir les élèves, c'est ça? Quel l'objectif ultime? Le seul objectif d'une structure comme Canopé, qui fait partie de l'éducation nationale, c'est la réussite des élèves. Donc, tout ce qu'on fait, c'est à la lumière de cela. Moi, j'étais moi-même enseignant et je suis toujours enseignant puisque je suis personnel détaché. Mais notre objectif, c'est simplement de mettre en place des dispositifs qui soient réalisables, accessibles à chacun, à chaque enseignant et acceptables, hein, parce qu'il y a une différence entre les deux. Accessible parce que nous, on juge que l'autre peut le faire, mais acceptable parce que c'est pas le tout de dire que l'autre peut le faire. Faut que lui pense qu'il peut le faire aussi. Donc ça veut dire qu'il faut travailler ensemble pour lui dire, ben voilà, ça peut participer au fait que l'élève puisse progresser. Mais le seul objectif de notre réseau, c'est ça, c'est que les élèves réussissent. Je vais te poser une question vache, mais elle me brûle les lèvres. Comment tu définirais la réussite des élèves? C'est le moment où en fait le chemin est devenu plus important que le point. La réussite, c'est ça en fait. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les bornes, avec ces points-là où on se dit, je trouve que c'est très important les indicateurs, parce que ça permet de mesurer la réussite. Mais ça permet dire quoi, les examens et tout les ça, notes, ça permet de mesurer la réussite. Mais la réussite, au final, elle s'arrête pas au bac ou elle s'arrête pas au CAP. La réussite, c'est un parcours. Moi, je crois beaucoup au long life learning, c'est-à-dire que je pense qu'on apprend tout au long de la vie. Moi, j'ai 40 et quelques années et je suis pas sûr d'avoir un esprit critique et d'avoir fini mon parcours de vie. Donc, si je me disais aujourd'hui que j'ai réussi ma vie, bah, je me dirais que qu'est-ce que je fais demain, quoi. Donc, la réussite, c'est un processus et l'école s'inscrit dans ce processus. Nous, on est simplement là pour permettre aux élèves de se mettre dans des rails. On n'est pas tout seul. On met en place, alors je suis breton, je suis désolé, hein, mais je vais utiliser une métaphore bretonne, on met en place des casiers en fait. Et le but du jeu, c'est que dans 2, 3, 4 ans, l'élève, ça puisse remonter et que il se dise tiens, ce que j'ai fait là, c'est important parce que parfois,
C'est normal, ils se disent, mais pourquoi j'apprends ça? En fait, on n'apprend pas ça pour maintenant, on apprend ça pour dans 10, 12, 13 ou 14 ans. Bon, il y a des choses que j'ai lues ou que j'ai faites il y a 17 ou 18 ou 20 ans et qui prennent sens que maintenant. Et c'est pas grave. Ça veut dire que nous, on s'inscrit dans le temps long à l'école. Et donc, la réussite, elle n'est pas forcément là tout de suite. Elle est tout le temps long de la vie. Je ne sais pas à quel moment on peut vraiment évaluer la réussite, en fait. On évalue des temps dans un parcours et dans un processus, un chemin. Tu as lâché l'info, tu es prof. Ouais. Et je suis un prof heureux. Tu es un prof heureux. Alors raconte-nous, tu es prof de quoi déjà? Alors je suis professeur de lettres, histoire, géographie, enseignement moral et civique. En fait, je suis professeur de lycée professionnel. Okay. Voilà. Je me suis éclaté. C'était génial. Tu enseignes plus là en ce moment, c'est ça que tu veux dire? Alors tu t'es éclaté. Qu'est-ce qui t'éclate dans ce métier? Je suis presque ému là en fait, c'est bizarre. Qu'est-ce qui m'a éclaté? C'est de travailler avec des jeunes en fait. Et de travailler avec des jeunes et de se dire à un moment donné, voilà, on arrive... Enfin, le mieux c'est que j'explique pourquoi je suis devenu enseignant en fait, de lycée professionnel. Parce que en fait au départ, moi je suis pas un étudiant brillant, je l'ai jamais été. Enfin l'école pour moi ça a fait sens à l'UFM, hein. Donc au moment où j'ai passé le concours. Là, je me suis investi, j'ai beaucoup travaillé. D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé pour rattraper ce que j'avais pas fait avant. Mais voilà, ça fait sens à ce moment-là. Et donc, là, pour la petite histoire, en 2002, en janvier 2002, après avoir fait la plonge au Crous, je deviens surveillant d'externat parce que voilà, l'occasion s'est présentée, puis que ça me permettait de gagner un petit peu d'argent à côté. Et puis que ça m'intéressait de travailler avec les jeunes, mais moi je me destinais pas trop à être enseignant. En tout cas, je me destinais pas à être enseignant en lycée général. Ma voix était pas là, ni au collège. Ma voix était pas là. Et puis j'assiste à un cours de français. J'ai fait des études d'histoire. Hein. J'assiste à un cours de français et puis il y a un élève qui écrit et il lit sa production. Donc moi aussi j'ai écrit et je me dis cet élève-là, c'est génial quoi. Mais il y avait des fautes d'orthographe, il y avait voilà. Et je me suis dit, ma place, elle est là, en fait. C'est une rencontre, en fait. Mais je pense que dans la vie, souvent, les choix qu'on fait, c'est des rencontres. Hein. Je sais pas pour toi, mais moi, ça a été des rencontres dans la vie. Et cet élève-là, ça a été une rencontre. Et je me suis dit, tiens, je vais devenir prof de lycée professionnel. Et puis, je trouvais qu'il y avait un niveau d'engagement. Moi, je crois beaucoup à la réussite des élèves. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut trouver une place. Et c'était la mienne. Hein. Ken Robinson, il parle d'éléments. Enfin, c'était là mon élément à moi, à ce moment-là de ma carrière. C'est génial de le savoir aussitôt, quand même. En fait, le problème, c'est que je l'ai su assez tard, en fait, puisque en fait, j'avais quasiment 26, 27 ans. Alors, ça paraît pas tard, mais quand on est à la fac, ça commence à faire quelques années. Hein. Donc, je suis devenu prof à 30 ans. Et finalement, je me suis retrouvé, je me suis retrouvé avec des jeunes collègues qui venaient de réussir. Ce qui est chouette, c'est de trouver sa voie, en fait. C'est surtout ça, de se dire à un moment donné, à ce moment-là, j'ai la chance de trouver l'endroit où j'ai envie d'être. Et je le regrette pas. Parfois, je parle au passé parce que j'occupe d'autres missions qui sont aussi intéressantes et aussi passionnantes. Mais c'est vrai que c'est chouette les élèves, quoi. Enfin, faut le dire à un moment donné. C'est vrai que c'est pas toujours facile. On va pas non plus être des magots. Mais c'est quand même chouette de voir des élèves et puis de se dire au bout de 3 ans, je pense qu'il a progressé aussi et en ayant l'humilité de se dire que je suis pas tout seul dans cette affaire quoi. Et, je suis le maillon d'une chaîne qui a commencé à la maternelle et qui finira dans le monde du travail. Comment as-tu découvert le réseau Canopé déjà? J'ai un parcours de prof dit innovant. Je dis bien dit innovant parce que en fait l'innovation ça dépend de chacun. Ce qui est innovant pour moi ne l'est peut-être pas pour toi, inversement. Et donc en fait je suis devenu innovant parce qu'il fallait juste que je résolve des problèmes. Voilà, c'est que à un moment donné j'ai utilisé le web pour résoudre simplement des problèmes d'absentéisme, des choses comme ça. J'avais 80% de mes cours sur un outil qui s'appelle Moodle juste pour répondre à un problème. C'était pour dire à un élève qui était pas là, écoute, t'es pas là, mais t'es quand même là parce que t'es inscrit à mon cours et si tu reviens, tu vas sur le cours, tu reprends, ça te demande un engagement de ta part et tu reprendras ta place facilement. Et du coup, je me suis après intéressé aux dispositifs pédagogiques, Freinet, Montessori, mais aussi Marcel Lebrun avec la classe inversée et puis bien d'autres personnes. À chaque fois, c'était pour résoudre un problème. J'avais un problème pour que les élèves travaillent un petit peu à la maison, en tout cas puissent le suivre.
Donc la classe inversée, c'était super. J'avais besoin d'un outil pour travailler avec du collaboratif, donc le numérique me permettait un certain nombre de choses. Et puis aussi, j'ai vu les limites du numérique à un moment donné. Donc effectivement, le numérique, mais oui, mais il faut quelqu'un derrière aussi, voilà. Et puis il a fallu travailler aussi sur le rythme et la chronobiologie d'une certaine manière, parce que j'avais des élèves aussi derrière qui pouvaient répondre à 3h30 du matin à devoir maison, quoi. Et donc ça marche pas pour moi, quoi. Et en fait, c'était intéressant parce que, pour le coup, en fait, c'est parce que certains jouaient aux jeux vidéo jusqu'à 3h du matin. Et donc, ça permettait de discuter de sujets, quoi. Et disant, bah, voilà, on est à quelques mois des examens, peut-être qu'il faut que tu dormes. Bien sûr. Ouais. Et donc, on a travaillé aussi sur la connexion des connexions, c'est-à-dire que si je suis disponible en tant qu'enseignant, je suis pas à disposition. Je leur disais, écoutez, moi je vais pas répondre du samedi midi jusqu'au lundi matin, simplement parce que moi je pense que c'est important qu'à un moment donné, dans un processus d'apprentissage, mais c'est vrai à l'école, c'est vrai dans la vie professionnelle, il faut des temps de déconnexion. Notre cerveau a besoin de se reposer. Et on voit bien qu'en ce moment, les temps de connexion, voilà. Enfin, moi je suis très sensible au RPS aussi. Donc ça me semble très très important de voir ces temps-là. Et donc et j'en suis venu au Canopé tout simplement parce que c'est l'endroit rêvé pour quelqu'un qui a envie d'innover, hein. Et je dis pas ça parce que maintenant j'y suis, mais parce que j'en étais moi-même usager. Et puis surtout parce qu'il y avait des gens qui étaient disponibles. Les médiateurs de l'équipe sont des gens vraiment formidables, et pas au sens étymologique du terme, mais au sens courant du terme, c'est-à-dire des gens qui sont inspirants, qui prennent le temps de répondre aux questions, qui prennent le temps aussi de développer des réponses, parce que quand on est enseignant, on est aussi dans l'urgence, d'une forme d'urgence où il faut rendre les notes à un moment donné, où on a les élèves, c'est 18 heures de présence, mais il faut quand même faire des cours, il y a des réunions, il faut construire des projets. Et donc ces gens-là prennent le temps de répondre à nos questions, et ça m'a rendu service. D'ailleurs, je peux en parler largement. J'ai beaucoup travaillé avec quelqu'un qui travaillait vraiment, qui s'appelle Jean-Denis Robiol, qui était vraiment un type super, quoi, qui venait de l'enseignement agricole et qui était aussi une source d'inspiration dans la mesure où il avait un autre regard qui est typique. Et donc vraiment ce réseau est intéressant. Puis la force d'un réseau comme ça, c'est qu'il y a pas une réponse, il y a 100 centres qui peuvent répondre derrière, quoi. Puis je voyais bien aussi les productions, parce qu'il y a quand même une production, il y a de la recherche et développement. Donc moi j'ai travaillé un moment sur la réalité augmentée, pas sur la réalité virtuelle. Sur la réalité augmentée, tout simplement parce que j'avais des cartes, mais je pouvais pas les remplacer tout de suite, donc il fallait un outil pour expliquer quand il y a eu les changements de région. Hein, il fallait un outil visible avec voilà, et rien de mieux qu'une tablette et puis un QR code ou de la réalité augmentée pour voir la différence entre les deux. Ouais. Et ça c'est des trucs simples, hein, c'est voilà. Mais ce qui était intéressant c'est ça, sauf que il y a quelqu'un dont le nom m'échappe à Amiens qui avait développé un truc là-dessus, un médiateur, et donc voilà. Donc à chaque fois je me disais voilà, ça c'est un lieu chouette. Et puis j'avais rencontré l'équipe des médiateurs de l'époque, a un petit peu évolué depuis, mais à chaque fois que j'avais une question, je sentais qu'il y avait une réponse, ou en tout cas une participation à la résolution de l'énigme. Et donc ça, c'était intéressant. Et c'est pour ça que je suis venu là. Et moi, je suis un côté pédagogique, voilà. Et ce que j'ai appris. J'aime bien le terme pédagogique. Ouais, c'est ça. Donc il y avait dès qu'il y avait un truc qui était un peu différent, j'aimais bien tester des trucs, quoi. Et donc ça fait que t'ouvres une multitude de comptes, mais tu te sers d'un truc. Mais ça, c'est pas grave. Et puis, quand il s'est présenté l'occasion de participer à ça, j'avais envie. Puis j'avais envie aussi de changer de posture. J'avais envie, j'ai beaucoup lu des livres sur l'agilité, le management agile, parce que on travaille pas mal sur la forme scolaire, sur la disposition des classes. Souvent, je reprends les mots de l'association Inversons la classe, mais souvent on avait le sentiment de travailler à côté plutôt que devant, travailler avec les élèves. Et donc j'avais lu pas mal de choses comme ça, et je me disais ce serait intéressant de le mettre en place. J'avais lu beaucoup de choses aussi autour de l'empowerment, avec Madame Baquet là, qui avait écrit un livre qui s'appelle l'empowerment, une pratique émancipatrice. Et donc voilà, j'avais envie de ça, sachant que j'avais pas cette culture-là, hein. Je n'ai jamais managé d'équipe avant, donc voilà, ça a été intéressant. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, je me suis dit, puis je prends pas grand risque, hein, parce que je suis personnel détaché d'éducation nationale, donc demain je peux retourner en classe. Je suis pas parti parce que j'en avais marre, je suis parti parce que j'avais envie de découvrir autre chose. Mais c'était chouette, hein. Enfin, c'est chouette d'être prof. Hein. Tu retourneras, vu ce que tu dis et vu ton regard quand tu en parles. Ah ouais. C'est loin d'être terminé cette histoire. Non, mais c'est vrai que je suis un peu ému à chaque fois que j'en parle, parce que il y a des vraies histoires de vie derrière. Il y a des vrais progrès. Il y a
je me souviens de ma première CPE, quand je suis devenu... Elle me disait, tu sais Nicolas, tu t'en apercevras peut-être plus tard, mais les élèves, c'est pas des boîtes de conserve, mais c'est vrai. C'est pas des boîtes de conserve, c'est des histoires de vie en lycée professionnel. Et c'est pas tombé dans la caricature, mais on a beaucoup d'élèves pas abîmés, mais qui ont eu des parcours chaotiques d'école et d'autres parcours. Et c'est vrai que quand ils arrivent chez nous, c'était une nouvelle chance aussi de se recréer. C'est très difficile de se recréer dans la vie. Et du coup, ils pouvaient se recréer un personnage, changer les choses, se mettre en réussite. Enfin, c'est pénible de passer sa scolarité à échouer sans avoir l'impression qu'on réussit. De toute façon, c'est pénible tout court dans la vie. Et donc, ça, c'était chouette, quoi. De se dire à un moment donné, de leur dire, bah voilà, vous avez une autre chance. Il y a des règles du jeu, parce qu'il y a toujours des règles du jeu dans un endroit. On est quand même l'école, il y a des choses à respecter, mais un cadre. Et puis de se dire, voilà, on récupère des enfants qui sont en 3e et ils sortent adultes et professionnels avertis, sachant que dans le dernier lycée où je travaillais, c'était un lycée des métiers du bâtiment, il y avait quand même une dimension entrepreneuriale derrière quand même. Bien sûr. Puisque la plupart des élèves qui sont peintres et tout ça, ils ont des objectifs, ils se disent en sortant, bah, je vais essayer de monter ma boîte. Et ça, c'était chouette aussi, de se dire, voilà, de se dire à un moment donné, je suis arrivé en échec et je repars en ayant envie de monter quelque chose. C'est quand même, c'est top, quoi. Je pense que tu aurais plein d'histoires à me raconter, mais si tu devais m'en raconter une, de ta vie pro d'ailleurs en général, tu vas peut-être me parler du réseau Canopé, mais cet épisode de ta carrière dont tu es le plus fier. En fait, ce que j'aime bien raconter, c'est la présence. Alors, je travaille beaucoup sur le complot. J'ai beaucoup travaillé sur le complotisme et les Illuminati parce que ça a été une vraie énigme. Et j'avais appelé cette présentation "Comment je me suis trompé". Alors souvent au départ, quand on lit le titre, c'est "Comment je me suis trompé", on pensait que c'était l'élève, mais en fait non. Moi, je racontais comment je me suis trompé moi. D'accord. Enfin, ce qu'il faut dire des complotistes, c'est que c'est pas des idiots. Hein. C'est des gens intelligents qui ont un système de réflexion avec des arguments, etc. Voilà. Et même, c'était plutôt des gens intelligents. Et j'ai un élève qui me parlait des Illuminati. Puis moi, de la hauteur de prof, je lui ai dit, de toute façon, les Illuminati, ça n'existe pas. Bah, une fois que tu as dit ça, tu dis plus rien. C'est l'argument massu. Hein, c'est Nicky Larson avec le marteau d'une tonne là, qui tombe sur la tête de la personne. Et en fait, ça a été la fin du dialogue. Parce que enseigner, c'est d'abord un dialogue entre un élève et un enseignant, dans un cadre réglementaire, etc. Hein. Et c'était pas satisfaisant, en fait, parce qu'au bout d'un moment, on échangeait, mais lui campait sur ses positions et moi sur les miennes. Et du coup, il y a une forme d'échec derrière tout ça. Vraiment. Et ça a été l'occasion pour moi de revoir à peu près tout. À peu près tout, dans la mesure où... Je passais une année où je me suis dit, à la fin de l'année, quand tu fais ton bilan, tu dis, bah là, franchement, c'est pas une réussite. Enfin, comment je fais pour l'année prochaine ne pas tomber dans cette situation-là où finalement l'élève campe sur ses positions et moi aussi. Comment on fait pour réinstaurer un dialogue, de la confiance et de la bienveillance, c'est-à-dire que effectivement, j'en dérogerai pas, les Illuminati n'existent pas. C'était des francs-maçons de Bavière, etc. Il y a pas, ils ont existé, mais sous la forme qu'ils existent. Et je pense qu'Obama non plus n'est pas un reptile. Donc voilà. Mais ça, voilà. Une fois que j'ai dit ça, effectivement, mais c'est quoi le chemin pour arriver à ce que l'élève se dise que effectivement, il faut laisser une part à l'esprit critique et ça commence par soi-même. Donc du coup, j'ai monté une formation qui s'appelait Comment je me suis trompé, qui expliquait dans un premier temps, voilà, comment je me suis trompé, quel chemin de résolution j'ai choisi. Et ça, j'en suis super fier parce qu'il n'y a rien de plus difficile d'expliquer qu'on s'est planté. Et comme je pense que mes collègues enseignants font bien leur travail, je voyais pas la plus-value de leur expliquer comment moi, dans ma magnificence, j'étais capable de faire un super cours. Je trouve que c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'expliquer, bah voilà, j'ai une difficulté là, voilà, moi le chemin que j'ai pris, toi t'en penses quoi? On peut en discuter, on met carte sur table, enfin voilà, une sorte de workshop quoi. Et après les propositions que j'ai fait avec les élèves en classe, sachant que j'avais fait une progression sur 3 ans. Parce que j'ai eu la chance d'avoir mes élèves pendant 3 ans. Donc une progression pendant 3 ans où on travaillait sur plein de sujets et pas forcément directement. On a travaillé avec un livre qui s'appelle Matin Brun,
qui est un super livre qui fait 11 pages. Donc c'était aussi le but du jeu, c'était pas que travailler sur le totalitarisme, mais c'était aussi de dire qu'on peut lire des livres très courts, que ça fait partie de la culture et qu'il n'y a pas de la bonne ou de mauvaise culture, il y a juste de la culture. Et on a travaillé sur aussi la rédaction de Scarmetta qui expliquait les processus de répression à travers les yeux d'un enfant. On a travaillé sur des choses plus lourdes. Il y avait le jeu de la mort à un moment donné sur France 2 où en fait si on apportait une mauvaise réponse on prenait un petit coup d'électricité, enfin sur plein de choses comme ça et sur les processus, enfin voilà, en disant que le monde il est pas simple, il est complexe. Et puis aussi à la toute fin c'était de se dire c'était l'art de pas se faire avoir. Comment ne pas se faire avoir, comment mettre en place un esprit critique en acceptant qu'à un moment donné on se trompe, que l'enseignant se trompe, que lui se trompe, que personne n'a la science infuse, dans un monde où on prend 34 000 micro-décisions par jour, 24 par minute, où le savoir est multiplié par 2 tous les 7 ans, où l'intelligence artificielle commence à nous battre aux jeux les plus complexes, enfin les plus difficiles comme le Go, le jeu de Go. Donc voilà, en se disant que sur le web, je sais plus il y a combien d'articles qui paraissent, il y a plus de 500 heures de vidéos sur YouTube et en disant que effectivement dans le marché du savoir, le marché cognitif, on n'est pas les seuls. Donc voilà, moi je suis assez stoïcien, j'aime bien Marc Aurèle et à un moment donné Marc Aurèle il nous invite à une chose, c'est à accepter les choses sur lesquelles on ne peut pas changer, d'essayer de faire en sorte de changer les choses sur lesquelles on peut agir et puis d'essayer de faire la différence entre les deux. Et voilà, donc il y a une espèce d'humilité chez lui qui m'intéresse beaucoup. Pourtant, voilà, moi je suis qu'enseignant et voilà, comment on fait pour, sachant que je crois beaucoup au mimétisme, je crois beaucoup au fait que d'accepter l'erreur même en tant qu'adulte, il y a quelque chose qui peut générer chez l'élève, chez l'enfant, quelque chose qui se dit, finalement, je suis peut-être pas obligé d'arriver sur la position de la force, mais plutôt sur la position de l'écoute et de se dire à un moment donné, voilà, j'ai quelqu'un qui est différent en face de moi, peut-être qu'il se trompe, peut-être que je me trompe. Et en plus c'est sympa parce que ce mec normalement qui est sur un estrade, lui il dit que là, je me suis planté, je suis désolé, je vous explique quoi. Et voilà, donc moi j'ai toujours trouvé ça intéressant de le faire comme ça. Et tu as vu des changements chez tes élèves au bout de 3 ans? Tu disais que tu les avais suivis 3 ans. Eh ben non, j'ai pas vu de changement, mais c'est normal. Je suis là que 3 ans, la vie est longue. Hein. Et c'est pas moi qui le dis. Tout à l'heure, j'ai utilisé une phrase de Marcel Lebrun qui disait que lui, il avait à l'époque 61 ans, il disait qu'il était pas sûr que son esprit critique était totalement affiné. Moi, j'en ai 20 de moins et je suis persuadé que mon esprit critique n'est pas totalement affiné non plus. Donc, il faut être vraiment humble. Hein. C'est important ça, vraiment humble. Parce que voilà, on pose des jalons, nous, les enseignants. Mais le travail, on le voit pas. Je pense qu'être enseignant, il y a une part de renoncement. Il y a des progrès immédiats qu'on voit. Je veux dire, quand un élève met un S après l'élève, c'est bien. Mais ça, c'est un progrès. Mais il y a des progrès qu'on verra pas. Et c'est normal, parce qu'on est qu'une chaîne. On n'est qu'un maillon d'une vie qui est bien plus longue et qui a commencé, je le disais tout à l'heure, en maternelle. Ma fille a 3 ans, elle est en maternelle, elle fait des progrès, là. Mais tout ce que l'enseignante met en place, elle le verra pas, elle. Mm-hmm. Voilà, et moi c'est pareil, je suis juste un maillon d'une chaîne, donc voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut renoncer à l'éternité, quoi. C'est l'histoire que tu as choisi de nous raconter parce que tu es fier de cette prise de conscience, tu es fier de... Qu'est-ce qui t'anime là? Là où je suis content, c'est que à un moment donné, je suis arrivé à faire ce que devrait faire tout le monde, ce qu'on demande aux élèves, se remettre en question. Comment enseigner quelque chose qu'on n'accepte pas soi-même? Donc c'est ça, et puis je suis content parce que cet élève, malgré tout, j'ai eu des nouvelles de lui et il a fait un super parcours, quoi. Mais il y a lui, mais il y a tous les autres, quoi. Ouais. Et moi, j'invite vraiment les gens à aller un peu plus loin parce que c'est vrai que c'est l'adolescence, hein, donc souvent ils font du bruit, mais c'est vraiment des jeunes femmes et des jeunes hommes bien. Je me souviens d'une fois, on a fait une quête pour la banque alimentaire et ils m'avaient étonné. Ils avaient pris les choses en main, ils avaient pété le score. De la biscotte, je me souviens plus, mais on avait récolté de la biscotte, il y en avait de la biscotte. Et c'est là où on se dit, on a fait du théâtre aussi, on a fait des choses et
Le théâtre, c'est chouette parce que c'est en français, c'était intéressant. On a travaillé sur la Rose Blanche, donc ça permettait de travailler sur le programme d'histoire-géographie. Mais il y a un autre truc, c'est que tu sentais les élèves s'épanouir, quoi. Et c'est pas facile quand on a 15 ans d'être devant 80 collègues. C'est un métier, hein, je veux dire. Moi, c'est mon métier et j'ai toujours la frousse d'ailleurs, mais toujours une forme de trac. La première fois, on voit une classe, une forme de trac quand t'es arrivé ce matin en disant qu'est-ce que je vais dire. Puis, en plus, je parle beaucoup, et une forme de trac quand je participe à n'importe quelle chose, quoi. Je veux dire, souvent d'ailleurs, on a l'impression que les gens qui sont les plus timides, c'est ceux qui parlent le plus, mais c'est ça, et c'est difficile pour eux. Et on leur demande 6 mois après, quasiment, dire je vais être caricatural, mais ils jouaient encore un petit peu ensemble en 3e, et puis on leur dit 6 mois, tu trouves un stage. C'est bien, mais c'est pas évident, quoi. Donc le théâtre, c'était ça. J'entends vachement de curiosité. C'est dingue comme tu es un garçon curieux, quoi. C'est fou. Tout ça, là, le réseau Canopé, tout ce que tu m'as montré ce matin avant que j'ouvre mon micro. C'est ça qui est chouette. T'as toujours été comme ça? Tu es né avec? Ouais. Ouais. Ma mère te raconterait que je passais mon temps à démonter les voitures. Ah oui. Pour savoir ce qu'il y avait dedans. Donc, ce qui est un grand drame, hein, parce que le Père Noël, quand il m'amenait quelque chose, en général, 3 semaines après, c'était démonté, quoi. Mais ce qui était, trouver les trucs. Puis moi, là où je me suis vraiment éclaté, c'est dans la littérature, quoi. La littérature, les livres, c'est génial, quoi. Les livres, il y a toujours des sens cachés. Le Rouge et Noir de Stendhal, mon livre préféré. Ce livre, on peut le lire, je sais pas, j'ai dû le lire une 30aine ou une 40aine de fois, ou une 50aine, je sais pas. À chaque fois, je trouve des trucs nouveaux, quoi. Et voilà. Et puis, qu'est-ce qui fait que le type qui est en face, il a écrit? Ça, c'est intéressant quand même. Pourquoi il a écrit? Qu'est-ce qu'il a emmené? Comment interpréter les choses? Il y a un livre qui, je me souviens, au départ, on m'avait dit... c'est comment il s'appelle déjà ce livre? C'est Moderato Cantabile de Marguerite Duras. Ce livre, c'est un peu le nouveau roman, tout ça. C'est de la répétition en fait. Et à chaque fois, au départ, on a l'impression qu'il est ennuyeux ce livre. Mais en fait, il y a toujours un truc nouveau dans ce livre. Et c'est ça la performance littéraire. Et qu'est-ce qui lui est passé par la tête, quoi. Et ça, le commentaire composé, c'est ça, quoi. Et moi, j'aime bien ce côté-là, quoi. Et en histoire, c'est pareil. C'est essayer pas de comprendre parce qu'on ne comprendra jamais, on l'a jamais vécu, mais c'est de percevoir comment. Qu'est-ce qui a fait cette époque, quoi. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, à la fin des années 50, au début des années 60, en Angleterre, il y a un mouvement qui s'appelle les Mods qui arrive. Voilà. Pourquoi l'émergence des adolescents à cette époque-là? Est-ce que c'est juste parce que on pouvait acheter plein de trucs et qu'il y avait de l'argent, ou parce que c'était les 30 Glorieuses, ou est-ce que ça traduit quelque chose qui est un peu différent de la société anglaise? Qu'est-ce que ça a eu comme effet en France? Pourquoi il n'y a pas eu de Mods en France dès les années 60 alors que le twist, les yéyés et Johnny Hallyday étaient là, quoi? Donc qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Quels sont les liens, quoi? En histoire, ce que j'aimais bien faire avec les élèves, c'était de leur faire percevoir ce qu'ils ne voyaient plus. Par exemple, la place des Éparts à Chartres, il y avait une porte avant. Voilà, comment on fait pour percevoir les choses, quoi? Leur dire qu'il y avait un marais à la place de leur lycée. On commence le représente ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire du monde? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Enfin, à chaque fois, ça nous invite à des questions, en fait. Qu'est-ce qui fait que, dans les années 50, on ait construit autant de bâtiments à partir des années 50? Pourquoi il n'y a plus de marais? Pourquoi la ville de Lucé, ça a été 3 villes, 2 villes? Pourquoi Mainvilliers, c'est la fête du navet? Enfin... Tout ça, en fait, on est entouré d'endroits qui nous invitent à la curiosité. À se poser des questions, en fait. À se poser des questions, à se dire, voilà, les gens sont intéressants, les lieux aussi, quoi. Tu parlais du trac tout à l'heure avant d'entrer en classe, que je veux bien imaginer. Comment on fait pour surmonter ça? Comment tu fais, toi? En fait, quand on est enseignant, on se construit un personnage. Il y a 2 choses. On se construit un personnage, mais on est enseignant comme on est. Bon, d'abord, j'aime bien parler, donc ça se voit. Et la deuxième chose, c'est l'humour. Et puis aussi, moi, je crois beaucoup à la bienveillance, mais à la bienveillance qui n'est pas le laxisme. Je pensais à un cadre qui était assez fort au départ, dans lequel il y a une grande liberté à l'intérieur, mais il y avait un cadre très fort, simplement parce que ce cadre, c'était l'endroit, ce carré de confiance qui est entre nous et qui nous permet d'agir en société. C'est le but du jeu au départ.
Et ça me permettait de me rassurer moi aussi, en disant que voilà. Et ce cadre, bien sûr qu'après, il évoluait dans le temps. Et puis, avec un enfant de 14 ans, on ne réagit pas de la même manière qu'avec un jeune adulte de 20 ans. C'est ça aussi l'enjeu du lycée professionnel, c'est que parfois, sur 3 ans, quasiment, il faut aller très vite. Et je crois beaucoup au cadre et à la bienveillance, parce que je crois vraiment que ce cadre permet aussi de les rassurer eux et de les inviter à progresser, sachant que ce qui est compliqué, c'est que si jamais on laisse les choses aller, en fait, celui qui fait rigoler la classe, ou voilà, ce qui peut arriver, il y a peut-être quelqu'un qui va en pâtir à côté. Donc effectivement, c'est un apprentissage aussi de l'altérité, de dire bah ouais, il y a des moments où on a envie de rigoler, puis il y a des moments où il faut être sérieux. Et c'était ma manière de vaincre le trac, c'est-à-dire de dire bah voilà, vous venez dans mon espace aussi. Cet espace est le vôtre, mais il est régi par quelqu'un qui est là. Et travailler à côté des élèves, c'est ça aussi, c'est de leur dire attention à ce moment-là. Et puis c'est notre rôle, hein, à un moment donné quand même, nous les enseignants. Hein. C'est-à-dire qu'après, je parlerai pas du lycée généraux, mais en tout cas pour le lycée professionnel, notre objectif c'est quand même de construire un citoyen, ça c'est vrai, mais c'est aussi de l'amener à rentrer dans un monde qui est le monde professionnel, qui est lui un cadre beaucoup plus fort et beaucoup plus strict. Mmh. Donc ce ne serait pas être bienveillant que de ne pas construire les conditions qui permettent à ce que l'élève puisse arriver à terme. Voilà. Ce qui n'empêche pas la liberté d'expression, mais ce qui empêche la libération de la parole. Voilà. C'est-à-dire que la liberté d'expression, c'est de dire que je suis en difficulté, que je ne suis pas d'accord, et ça c'est très important. Par contre, dans un cadre. Voilà. Ça, tu l'avais appris dans ta formation? Ça t'est venu au bout de quelques années d'expérience? Fixer ce cadre, par exemple. Tu t'es dit ça, bon, je vais essayer ça, puis on va voir si ça marche. Non, mais il y a deux choses. D'abord, il y a les choses qu'on vous dit, puis il y a les choses qu'on fait. Ça, on me l'a dit, oui, on me l'a enseigné. Et puis au début, le problème, c'est qu'on a tous envie d'être le mec du poète disparu. On a tous envie. Il a fait beaucoup de mal, ce film. Ouais, non, mais on a tous envie d'être ce prof un peu avec la faconde, etc. Et on l'est pas tous. Hein, et moi, j'arrive pas à citer de la poésie comme ça. Et puis, c'est un film, c'est un cadre particulier. Donc après, bah oui, effectivement. Et puis on s'aperçoit que finalement, donc en fait, on passe par un stade où on se cherche, hein, le positionnement. On passe quand même du statut d'élève, parce qu'un étudiant, c'est d'abord un élève, c'est un apprenant, au statut de celui qui enseigne. Et il y a un chemin là-dedans. Puis enseigner, ça ne vient pas comme ça. Il faut 5, 6, 7 ans pour être vraiment au top. Enfin, au top, ou en tout cas être correct. Enfin, en tout cas, moi, il m'a fallu 5 ans pour être correct. Donc, du coup, j'ai essayé plein de choses. Alors, au début, j'étais un peu plus cool. Et puis, je me suis dit, il y a des élèves qui me disaient, ouais, mais monsieur, moi, je ne m'y retrouve pas là-dedans. Donc, après, j'étais un peu trop dur. Et quand on est un peu trop dur, la créativité se libère pas, parce que, voilà. Puis après, on essaye de trouver un juste milieu. Et puis, ça peut paraître, c'est très important, ça, parce que, enfin, moi, j'étais prof en lycée professionnel public, fonctionnaire d'État. Je représente aussi, d'une certaine manière, quand je me comportais, je représentais aussi l'État. On attend quelque chose de ça. Je veux dire, les principes républicains, les valeurs, la liberté, l'égalité, la laïcité, un certain message, une posture. Je crois que c'est très important, ça aussi. Quand on est enseignant, on ne se représente pas soi-même, on représente aussi une institution. Et ça, je pense que c'est très important aussi d'en prendre compte. Ça n'empêche pas la créativité, l'empathie, tout ça. Mais voilà, on représente une institution. Cette institution, elle est exigeante, et elle est exigeante avec les élèves. Et cette institution, c'est les gens. Et on attend quand même des professionnels qui préparent les élèves à demain. Encore une fois, on n'est pas propriétaire des fonctions qu'on a. On représente quelque chose et on les transmet. Donc on transmet à l'élève, mais on transmet aussi une situation. En t'écoutant, je me dis que ta matière, en tout cas, c'est presque un prétexte, en fait, à réunir des gens dans une classe et à leur transmettre d'autres choses, peut-être leur apprendre à vivre ensemble, à collaborer. Peut-être que j'extrapole un peu beaucoup, tu vois, mais tu pourrais presque enseigner n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire, en fait. Je pense fondamentalement, mais je peux me tromper encore une fois, parce que d'autres pensent autrement. Mais du savoir, il y en a partout, quoi. Enfin, de l'information. Il y a plein d'informations partout. Moi, mon rôle à moi, en tant qu'enseignant de lettres, histoire, géographie, je l'ai perçu aussi comme l'agent qui permet d'aider l'élève à transformer l'information en savoir. C'est le apprendre à apprendre, hein, tout ça, je pense que beaucoup d'auditeurs, entre guillemets, le connaissent. Mais c'était ça ma mission.
C'est-à-dire que le truc, c'est que il fallait. Je me suis trompé tout à l'heure, je me suis repris, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est pas moi qui fais les choses, c'est les élèves. Donc moi, mon rôle à moi, c'était de leur donner les stratégies, les grilles de lecture. On oublie toujours qu'un élève, il n'est pas allé à l'université. Et ça, c'est un drame. Un élève, il est là pour apprendre. Parce que souvent, on se dit, le meilleur exemple, c'est le PowerPoint. On se disait souvent, mais il ne sait pas faire un PowerPoint. Mais la vraie question, c'est qui lui a appris. C'est ça la question. Et c'est la même chose. On dit, les élèves n'ont pas d'esprit critique. Ouais, mais qui leur a appris? Est-ce qu'on est sûr que nous, on a un esprit critique? Et en plus, c'est un peu facile de le dire quand on a fait 3, 4, 5 ans d'études, parce qu'on a appris un esprit critique en histoire-géographie. C'est extrêmement important en histoire, la critique interne, la critique externe des documents, aller chercher des sources, ok, c'est vrai. Mais moi, j'ai été formé 4 ans comme ça. Enfin, un peu plus parce que j'ai fait autre chose à côté. Mais les élèves, eux, ils arrivent, ils sont en seconde. En fait, c'est notre rôle. On doit leur apprendre les choses. Et les collègues qui l'ont fait avant, souvent, j'aime pas le phénomène de se balancer la balle, de dire c'est la faute de l'autre. Non, on fait partie d'un processus. Dans ce processus, on a une place. Dans cette place, on doit leur permettre de faire les choses. Et effectivement, le but du jeu, quand même, à la fin, c'est qu'ils soient capables de critiquer les documents, parce que demain, le citoyen, demain, le professionnel, demain, le parent, il va lire des journaux ou des journaux numériques, il va lire des choses, il va regarder la télé, il va aller sur YouTube, et à chaque fois, il faut qu'il se pose les questions qui me semblent importantes. Qui, quoi, comment, où, pourquoi, quelle est la source, de quand ça date, est-ce que c'est un fail, enfin, toutes ces questions-là. Et en fait, effectivement, on a tous à peu près les enseignants dans les différents enseignements qu'on a à faire ça. Mais notre objectif à nous, c'est ça, c'est ça notre rôle. Et de ne pas jamais oublier que c'est pas évident. C'est pas évident d'être élève, c'est pas évident Enfin, il y a des trucs, on peut tous se tromper, hein, je veux dire, si on voit pas que c'est le Gorafi, franchement. Ah oui, non, mais c'est clair, bien sûr. Voilà. Mais on s'est tous trompés un jour ou l'autre, de toute façon, on le sait peut-être même pas. Donc, voilà, et c'est pas grave, je veux dire, à un moment donné, enfin, c'est grave, ça peut dépendre, mais en tout cas, pour les élèves, c'est ce temps-là qui est important. Et je crois que, voilà, c'est comment on leur permet d'apprendre à apprendre, sachant qu'on va les installer dans un processus plus long, où ils vont connaître peut-être 2, 3, 4 carrières, où on dit que d'ici 2050, il y a 50% des emplois ou 30% qui seront un peu différents, où il y a des vrais sujets, l'IA, la blockchain, les open badges qui vont re-questionner la position de l'école, ou peut-être pas d'ailleurs. Voilà. Enfin, il y a plein de questions qui se posent là. On est dans un monde où tout va vite. Est-ce que tu leur dis ça ouvertement à tes élèves? Parce que j'imagine qu'ils viennent en cours de littérature ou en cours de histoire géo. Tu es le prof d'histoire géo, voilà. Est-ce que tu leur dis que tu es là aussi pour leur apprendre à avoir une pensée critique, à collaborer, etc. C'est clair, c'est mis sur la table. Oui, parce que en fait, c'est comme ça que moi j'aimais faire les choses. Moi, j'ai jamais cherché à marquer les esprits. Je leur disais, vous savez, dans 10 ans, vous allez m'oublier. Par contre, ce qui est important, c'est pas d'oublier ce que je vais vous enseigner. C'était ça le plus important. La star, c'est pas l'enseignant, hein, c'est l'élève entre guillemets, mais c'est aussi ce qu'il y a au milieu, quoi. Oui, c'était posé clairement le travail collaboratif, parce que moi j'y crois beaucoup à l'intelligence collective, encore plus maintenant qu'avant, et même dans mes missions aujourd'hui. On n'est pas tout seul. À l'esprit critique aussi, parce que je pense qu'à un moment donné, y compris la parole de l'enseignant est critiquable, ou en tout cas on doit pouvoir y dire, dans les règles, dans le cadre, on doit pouvoir dire à quelqu'un, là je ne suis pas d'accord avec vous, avec des limites, qui sont les limites de la loi, et les inscrire dans un truc où, en leur disant que ce que vous allez faire maintenant, vous allez peut-être pas avoir maintenant l'intérêt, mais peut-être que dans 2 ans, peut-être que dans 10 ans, peut-être que dans 15 ans, ou peut-être jamais, vous en aurez peut-être besoin, ou pas. On va revenir au réseau Canopé, parce qu'on est quand même, on n'est pas dans ta salle de classe, on a beaucoup parlé de ton métier d'origine. Imaginons que je sois, je ne sais pas si les sujets t'arrivent comme ça, mais je suis un professeur, je viens au réseau Canopé un jeudi après-midi ou un mercredi après-midi. Et mon sujet, c'est justement de développer, alors moi j'appelle ça des compétences comportementales, mais prenons le sujet de la collaboration par exemple. Je cherche à monter un projet pour apprendre aux élèves à collaborer, à trouver leur place dans la collaboration. Votre rôle, c'est de proposer des outils, c'est ça? Alors, notre premier rôle, c'est d'écouter. Et c'est très important. Écouter les gens, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, quel sens ça prend dans leur classe, quelles compétences ils ont là, pourquoi ils veulent développer la collaboration, dans quel cadre, et puis quel sens ça prend. Il y a toutes ces questions-là qu'il faut poser, parce que
Le drame d'avoir des solutions toutes faites, c'est qu'elles ne sont pas adaptables. On ne peut pas apporter un discours sur la collaboration si on ne parle pas de différenciation. C'est pas possible. Et nous, ça nous permet d'en discuter après ensemble et de proposer des prototypes. Mais ces prototypes, on les propose avec l'enseignant. On va faire avec, parce que la collaboration, ça se pratique. Et plus ça se pratique, mieux ça va. Parce que nous, on n'est pas dans un rapport de verticalité avec les gens. On n'est pas les sachants vis-à-vis de ceux qui ne savent pas. On est des professionnels qui échangent avec d'autres professionnels dont le métier est quand même d'être avec les élèves tous les jours, hein, chacun sa place. Nous, on est dans notre espace à nous. On a de l'expérience. On vient du milieu enseignant, des milieux associatifs, de la fonction territoriale. Ou même on a quelqu'un qui était ingénieur dans une entreprise d'IA. Donc on vient de milieux différents avec de l'expertise, mais cette expertise, elle est au service des gens. Et après la collaboration, qu'est-ce qu'on veut y solliciter? Voilà, ça veut dire que y a des enjeux d'altérité. C'est-à-dire que faut que j'accepte que l'autre ait un avis différent de moi. Il y a de l'empathie. Il faut que j'accepte la parole de l'autre aussi et que peut-être ça le met en souffrance, peut-être que ça le met en difficulté. Il faut de l'écoute. Il faut de la confiance. Enfin, je pense que ça correspond bien au podcast, toutes ces valeurs-là. Toutes ces valeurs-là que vous diffusez qui sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que travailler avec l'autre, c'est être en connexion avec lui, quoi. Et ça sollicite un certain nombre de choses. Et donc, nous, à travers ce qu'on propose, on invite à changer la posture aussi. Voilà. Et on n'est pas aussi des gens qui ont des solutions pour tout. Donc, comme on n'a pas de solution toute faite, on est bien obligé de travailler avec les gens. C'est aussi travailler à côté. Et ça, c'est important. Et pas dans une relation paternaliste. Dans une relation équilibrée, horizontale, de professionnel vis-à-vis de professionnel, puisque de toute façon, chaque dispositif est dans un contexte scolaire, d'établissement particulier, public, privé, peu importe, mais avec des élèves qui sont une ambiance de classe, une personnalité, enfin... Il y a plein de choses. Moi, je crois beaucoup à la personnalité collective. Hein. Donc, il y a des personnalités collectives d'un établissement, d'une classe. Et à nous de nous adapter. Et puis, si nous, on n'est pas capable d'écouter, comment on peut collaborer avec les gens, quoi. Vous avez des retours derrière sur les projets qui ont été mis en place? On a notamment, parce que j'ai 2 sites, je travaille sur 2 sites, hein, je suis en responsabilité de 2 sites à Orléans. On a eu un excellent retour d'un dispositif qui est d'ailleurs qu'on n'a pas initié nous, hein, qui a été initié par l'atelier Canopée 94, qui s'appelle Data Sprint. Donc en fait, on va travailler sur de l'open data et on a travaillé sur un dispositif qui s'appelle Traces de soldats l'année dernière. Donc Traces de soldats, c'est quoi? C'est retracer le parcours de soldats morts pendant la Première Guerre mondiale dans le cadre de la mission Centenaire. Et les enseignants étaient assez contents parce que ça a travaillé sur plusieurs niveaux. D'abord, ça a été transdisciplinaire puisque les élèves ont travaillé sur de la donnée et sur des tableurs Excel. Et si on est spécialiste en tout, à la fin on est expert en rien. Donc quand même, il fallait aller voir le collègue de mathématiques pour nous aider à travailler sur, pour aider entre collègues. Voilà, on met tout sur la table, nos compétences, et puis on partage. Ils sont allés aux archives départementales. Il faut l'enseignant, mais pas que l'enseignant avec quelqu'un d'autre. Donc mettre l'école, tu vois, pas comme un espace fermé, mais comme un espace ouvert. Et puis, ils ont fait de la data visualisation. Alors, de la data visualisation à l'échelle des élèves. Hein. Enfin, il faut accepter que dans un parcours, on commence, quoi. Et donc, simplement par un système de camembert, de représentation graphique. Mais ça, c'est hyper important. Souvent, dans le schéma de communication, la personne la plus importante, pour lui, c'est lui, au départ, parce que c'est normal. Mais dans une communication, la personne la plus importante, c'est pas soi, c'est la personne à qui on s'adresse. Donc, ils ont fait de la data visualisation, ils se sont adressés à quelqu'un. Donc, les compétences douces, faut en avoir quelques-unes quand même pour se mettre là. Et donc, ça, c'était intéressant. Et puis aussi, simplement des questions très importantes en histoire. La question des infirmiers, par exemple. Quel est le statut des infirmiers s'ils sont blessés ou morts au combat? Les insoumis de 17, quel statut ils ont. Et puis ils ont retrouvé aussi des soldats, un soldat qui va être inscrit au monument aux morts à Saint-Jean-de-Bray. Donc tout ça fait que au bout d'un moment, voilà, on a fait un projet qui est transversal, qui réclame de la collaboration, puisque un data sprint c'est un hackathon pédagogique de 6 heures.
ils ont travaillé avec les autres et l'une des conséquences que ça a aujourd'hui, alors plus aujourd'hui parce que maintenant ils sont en vacances au moment où on se parle, mais ils travaillaient en mode data sprint, c'est-à-dire qu'ils se mettaient en mode collaboratif eux-mêmes et c'était devenu quelque chose de pas naturel, mais en tout cas de possible. Ça faisait partie de leur palette de travail, leur couleur, ils avaient une couleur de plus à la palette de travail. Et ça, je pense que c'est éminemment utile pour leur vie future. Et donc, on leur avait aussi attribué des rôles, parce que c'est pas le tout de dire aux gens on travaille en collaboration. Il faut aussi installer les conditions de la collaboration. Donc, il y avait un scribe, il y avait quelqu'un qui était peut-être maître du temps, etc. Enfin, plein de choses. Donc, on a travaillé sur plein de trucs à la fois, en fait. Et de manière transversale, et à la fois sur des choses qui sont de l'ordre de la mémoire et qui sont extrêmement importantes. La Première Guerre mondiale, c'est quand même un tournant de l'histoire pour nous. L'histoire, c'est des continuités et des ruptures. Ben là, on a une vraie rupture. Hein, je veux dire, même si on sait que ça date d'un peu plus longtemps, quand même, on sent bien que, en tout cas chez nous, ça représente quelque chose. Et des continuités. Et donc, du coup, on a pu leur permettre... Enfin, ils ont compris plein de choses à travers ça, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta carrière ? Tellement de trucs. Qu'est-ce que j'aurais aimé apprendre plus tôt ? La persévérance. Ouais, ça j'aurais bien aimé apprendre plus tôt. Parce qu'honnêtement, je l'ai dit, hein, je suis très honnête, j'ai pas été un étudiant brillant pour plein de raisons, parce que j'ai fait autre chose à côté qui m'intéressait aussi. Le problème de la persévérance, c'est que c'est pas facile aussi à acquérir ça. Le fait de se dire il faut remettre le truc sur l'ouvrage et tout ça. Et j'incrimine personne, je pense qu'aussi ça fait partie des parcours de développement perso importants. Et c'est vrai que au tout départ, quand j'étais lycéen, je suis pas toujours persévérant. Et puis après, c'est à l'université que j'ai appris la persévérance, mais parce qu'il y avait de l'intérêt aussi plus. Ouais. Tu as trouvé ta motivation. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que voilà, il y a des choses qu'on apprend aussi dans la vie. Voilà. Bah oui, il faut relire une copie. C'est pas un produit fini la copie, mais il faut comprendre aussi que bah oui, mais la copie on l'écrit pas pour soi, on l'écrit pour quelqu'un. Donc c'est ça, voilà. Ça c'est intéressant. Ouais. Et alors que maintenant, bah voilà, ça j'ai appris à être persévérant, oui. Dans ton rôle de prof, tu dois être amené, ou tu as dû être amené à conseiller plein de jeunes qui s'apprêtaient à entrer sur le marché du travail, peut-être pas immédiatement, mais en tout cas peu d'années après. Est-ce qu'il y a un conseil que tu leur répétais souvent ? Travail. Parce qu'à 17 ans, c'est difficile d'être persévérant aussi. Hein. On a tellement de trucs à vivre. Enfin, c'est une période formidable quand même, l'adolescence. Le champ des possibles est extrêmement intéressant. Et j'aime bien le mot s'amuser, mais l'important c'est c'est pas travailler pour travailler, quoi. C'est travailler parce qu'on a envie de faire des trucs, on a envie de s'éclater. Souvent, ce que je leur disais, c'est imagine-toi dans 10 ans, quoi. Qu'est-ce que t'as envie ? Et je dis, bah, ça vaut le coup de travailler parce que quand on travaille, c'est pas pour faire plaisir à Monsieur Leluerne ou à ses parents, même si c'est très important de faire plaisir à ses parents. Monsieur Leluerne, pas trop, mais les parents, oui. Mais c'est aussi pour soi qu'on travaille. Ouais. C'est-à-dire que on devient persévérant aussi parce que les choses font sens. Il y a des gens peut-être qui sont naturellement persévérants, mais quand les choses font sens, en fait, on travaille. Être persévérant, c'est aussi se dire, bah voilà, je me suis trompé, c'est pas grave, je vais essayer de trouver une solution alternative. Et je pense que d'abord, quand on est enseignant, il faut être persévérant, ça c'est une qualité essentielle, parce que, ben oui, il y a des élèves qui sont en difficulté et il faut essayer de les emmener du point A au point B et que ce soit dans la courbe du progrès. Donc c'est ça. Et pour eux, bah, c'est de se dire, bah voilà, je vais essayer de faire le maximum pour me préparer, en tout cas pour préparer, de mettre en place des choses pour me préparer une belle vie. Après, il y a les accidents de la vie, tout ça. Il n'y a pas de déterminisme, mais c'est important, voilà. Qu'est-ce que je mets en place pour arriver à mon objectif, qui est un objectif qui n'est pas lié qu'au monde du travail, mais qui est un objectif personnel. Qu'est-ce que j'ai envie, comment j'ai envie de vivre, où est-ce que j'ai envie de vivre. Je me souviens que, en fait, on emmenait les élèves en Allemagne pendant 3 semaines, et des élèves qui n'étaient pas germanophones. Je suis pas germanophone. Hein. J'ai un niveau de langue très, je me débrouille, je baragouine de l'anglais. Et en fait, l'idée, c'était simplement de leur dire, c'est possible.
Mais par contre, ça demande des efforts. Et donc, on partait 3 semaines, une semaine d'échange avec des élèves allemands pour apprendre à deux à l'essentiel. Hein. Là, on peut dire aux gens, on a bu un café, c'est montrer la tasse de café. Et de le dire en français, en allemand, et puis d'apprendre comme ça. Et puis, simplement, leur dire, demain, peut-être que je suis peintre, j'ai peut-être pas d'occasion ou d'opportunité professionnelle ici, là, maintenant, ici et maintenant, mais peut-être que si je vais en Allemagne, je peux avoir une occasion professionnelle. J'ai une conviction très forte sur l'Europe, mais je peux travailler en Allemagne. Peut-être que ça va être difficile au départ parce que je perçois pas tout, mais il faut prendre le risque. C'est la question du risque aussi. Réussir, c'est prendre un risque. Mmh. C'est pas rester simplement sur ses attendus. Et ça répond aussi à ta question de tout à l'heure. Est-ce que la réussite est-ce qu'il y a une fin? Non, parce qu'à chaque fois, la réussite, c'est prendre à chaque fois un risque. C'est le risque de se remettre en cause. C'est le risque de tout mettre à plat. C'est le risque de se tromper. C'est parce que c'est le risque de réussir, quoi. Et ça, c'est important. Ouais. Ça demande une certaine énergie aussi. La persévérance demande de l'énergie. Voilà, tu parlais de remettre le travail sur l'ouvrage. Tu la trouves où, toi, ton énergie? Comment tu fais pour te ressourcer? Alors, il y a des trucs tout bêtes et qui peuvent paraître, mais j'ai mes 2 filles. Mmh. C'est pas si bête que ça, en fait. Ça, j'ai aussi la musique, les passions que j'ai à côté, parce que je crois que le travail ne constitue pas l'alpha et l'oméga d'une vie, mais il y a la littérature, qui est un espace de liberté énorme, et qui est un espace de compréhension du monde aussi énorme. Quand j'écoutais ton podcast et puis que je pensais à notre entretien d'aujourd'hui, je pensais à Chaos Calme de Sandro Veronesi, qui est un super roman. Et parce qu'on parlait des soft skills, et puis je pensais à la connexion, déconnexion, à tout ça. Ça va te paraître bizarre que je t'en parle maintenant, mais tu sais, en fait, dans ce bouquin, en fait, c'est un type, il est dans une voiture, il emmène son fils tous les matins à l'école, c'est un cadre, voilà. Et en fait, il reste devant l'école, Chaos Calme. Qu'est-ce qui se passe? Toujours pareil. Et tout ça pour dire simplement que la littérature, ça nous invite à nous interroger sur nous-mêmes. Et c'est un espace de compréhension du monde. Et le sport, un petit peu. Puis la vie, tout ça. Tout ça est un ensemble. Mais ouais, l'énergie. Et puis, je crois que j'ai ça en moi aussi. Puis la conviction. Voilà, je pense que enseigner, c'est d'abord la conviction qu'on peut aider les élèves. Être ici aujourd'hui, c'est aussi la conviction qu'on peut aider les élèves en aidant les collègues. Être persuadé que tout le monde peut progresser. Avoir peut-être un regard un peu naïf et candide sur le monde, mais se dire que chacun est doué et est capable de faire œuvre de progrès et de progresser, qu'il n'y a pas de situation... Il n'y a pas de situation irrémédiable et qu'il faut aider les gens. Voilà. Et que on est des passeurs de savoir et des passeurs de choses, et que à ce moment-là, c'est ça l'énergie qui nous donne, quoi. Et puis l'énergie, c'est aussi les gens qui sont inspirants autour de nous, les collègues qu'on a. Enfin moi, en tout cas, mes collègues sont des gens exceptionnels qui chacun apporte quelque chose à l'équipe. Je suis toujours étonné à chaque fois de la couleur que ça apporte à tout ça. Je trouve que j'ai un chef qui est, je le dis, mais au moment où il entendra ce podcast, il sera sûrement en retraite, donc j'ai rien à en attendre. Mais quelqu'un dont le mot est fétiche est très important. Et voilà, la vie, c'est très important. Là, tout. Moi, j'ai eu la chance dans mon parcours professionnel de rencontrer des gens, et des gens inspirants. Il y a mon ancien proviseur dans 2 établissements que j'ai suivi 8 ans, qui m'a appris toute l'importance de l'élève, toute l'importance de la remise en cause. Il y a 2 CPE quand j'étais surveillant au lycée à Bréquigny, qui m'ont appris que les élèves, c'était pas des boîtes de conserve, qui m'ont appris le positionnement. Il y a Didier Guivarch, mon prof d'histoire géo quand j'étais à l'UFM, qui nous a appris la conviction qu'on avait une place et qu'on avait une mission en tant qu'enseignant. Il parlait de hussards noirs de la République, et il disait que quelque part notre mission, c'était aussi de transmettre cet esprit républicain, que c'était très important et qu'on était là au service des gens. Il y a Yann Lagadec, un prof d'histoire aussi, qui m'a appris la persévérance aussi d'une certaine manière, en me disant que, en m'expliquant de manière peut-être à sa manière à lui, que effectivement pour réunir les conditions de la réussite, il faut se mettre au travail.
et que voilà. Et puis voilà, il y a plein de gens comme ça. Je pourrais penser à Michel Loricergue. Je cite des noms parce que je trouve que c'est aussi l'occasion de dire merci aux gens, à Jennifer Elbaz, à tous ces gens-là à Aurélie Julien, enfin plein de gens, à son compagnon, enfin plein de gens, je pense à François Jourde, à Sébastien Reiders, à Lionel Kaufmann, à Michel Guillou, qui tous à leur manière m'ont aidé au quotidien à mieux percevoir le monde. On fait partie jamais que d'une chaîne. Enfin, souvent, ça peut paraître une évidence, mais l'esprit critique, il se construit pas tout seul, mais la réussite non plus. On n'est que un des éléments d'une chaîne bien plus vaste. Et il y a une relation quand même systémique entre nous, quoi. Bien sûr. Donc ça, c'est important. Voilà. Je suis mon petit quart d'heure dédicace. C'est bien, c'est parce que c'était ma question d'après, t'es vraiment trop fort. Tu as parlé des compétences douces tout à l'heure, qu'on les appelle compétences comportementales, durables, peu importe le nom, ce terme un peu flou, un peu vague. Tu les définirais comment, toi, ces compétences comportementales ? C'est les compétences qui nous permettent de nous connecter aux autres. Parce que je crois que c'est ça. Le cœur du métier d'enseignant, c'est de se mettre en connexion avec les élèves pour qu'ils progressent. Donc voilà, il faut faire appel à des compétences qui soient profondément humaines et peut-être humanistes. Je pense que quelqu'un qui parle des compétences douces est obligé d'aimer l'humain, de toute façon. Voilà, moi je pense que c'est ça qui est fondamental dans la vie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour la suite de ton parcours ? De continuer à m'amuser. C'est bien. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que cette conversation t'inspire et qu'on n'aurait pas abordé, que tu voudrais ajouter là, peut-être en guise de conclusion ? Les vertus de l'échec. Ah, j'allais effectivement te poser la question parce que tu m'en as parlé au début. Un bouquin qui t'a marqué, tu lis beaucoup. C'est le livre de Charles Pépin, Les vertus de l'échec. Tu peux nous en parler un petit peu ? Ce livre, je l'ai lu, j'ai adoré, mais vas-y, raconte-moi. Moi, je l'ai lu au moment où j'ai loupé un concours. Ouais, ça m'a aidé vachement. Pardon, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a dit aussi qu'on était dans un processus, tout simplement, et que il faut simplement analyser les choses. Il faut aussi accepter l'échec comme un processus de... Et on a beaucoup de mal avec ça. Je trouve, en France, souvent, quand on fait une formation, c'est les success stories. C'est bien les success stories, mais en fait, on n'apprend pas grand-chose. Ce qui est intéressant, ce serait plutôt de faire comme peut-être on fait en Californie, c'est d'apprendre de dire justement les fail stories. C'est au moment où moi, je me suis trompé, quoi. Et qu'est-ce que j'ai mis en place pour que ça se passe bien et que je progresse. Et en fait, c'est là-dessus que c'est le plus intéressant parce que c'est comme être enseignant à un moment donné, c'est essayer de résoudre des problèmes. Et voilà, moi ça m'a beaucoup aidé et je trouve que voilà, et apprendre aux élèves et apprendre à chacun à se dire ouais, je me suis planté, mais ça a des vertus. Comment je fais pour résoudre le problème ? Qu'est-ce que je mets en place ? Qu'est-ce que je peux retraduire de tout ça ? Voilà. Et puis c'est aussi peut-être un esprit positif qui est très important, quoi. Mais ce livre, je le conseille vraiment. Vraiment, 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 c'est un livre qui fait du bien. Et les livres qui font du bien, c'est rare. Et ça mérite d'être partagé. Ouais. Merci Nicolas. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le réaliser. Vous avez des invités à nous suggérer ? Mettez-nous en relation, nous adorons faire de nouvelles rencontres et mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par le cabinet de conseil comportemental Human Learning Expedition. Notre métier, c'est de faciliter les réussites des organisations en leur permettant de cultiver les 4 types de comportements gagnants dans un monde digital. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur ce que nous faisons, rendez-vous sur humanlx.com, humanlx.com, ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt.